On va pas tarder à commencer. Vous êtes déjà pas mal à être arrivés. Je vérifie juste si en ligne tout va bien. Et on est bon. Ok, du coup, bonsoir à tous. Bienvenue pour ce meet-up CNCF. Bienvenue chez Whiskel également. Euh, Actuellement, nous, on est en plein temps fort sécurité et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en partenariat avec la CNCF en fait, pour vous faire un meet-up pour parler sécurité. Au programme ce soir, nous allons avoir deux conférences. Une première sur Falco par Thomas, qui est ici même, et la deuxième sera sur Cube par Guillaume Guerra. Juste question logistique, très simple, les toilettes sont juste à l'entrée là-bas. Et après la conférence, du coup, on pourra tous échanger et émuler cette communauté autour d'un petit apéritif tous ensemble. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et Thomas, je te laisse la main. Merci beaucoup. Bonsoir, déjà merci. Ça me fait plaisir de faire un talk sur Falco en français, parce que ça me change un peu. Et pour vous, j'ai traduit les slides, histoire de me dire que comme ça, j'ai du matériel à distribuer aux francophones. Donc mon talk aujourd'hui, c'est détecter et réagir aux menaces avec Falco, sous-entendu dans un environnement conteneur et cube. C'est à la mode, donc forcément, il y a du cube partout, même dans les voitures maintenant. Est-ce qu'il y en a certains qui sont déjà familiers avec Falco? C'est juste pour un petit sondage comme ça, ou qui connaissent un peu? Oui, toi, tu triches. Ok, très bien. C'est juste pour savoir à quel niveau de détail je peux aller. Donc, qui je suis? Thomas Labarusias. Actuellement, je bosse chez Sysdig depuis à peu près 6 mois. Je suis open source et ecosystem advocate. Globalement, mon job, c'est d'améliorer l'expérience utilisateur. Donc, pour les développeurs, donc ceux qui vont contribuer à Falco, les adopteurs, donc par exemple vous qui allez l'installer dans vos clusters et l'utiliser, et aussi les partenaires. Quand je dis partenaires, c'est les boîtes assez conséquentes qui peuvent soit faire de l'intégration de Falco, en tant que Whiskel pourrait faire intégrer du Falco chez les gens, ou qui sont capables de dédier des gens pour développer. Typiquement, on parle de Red Hat, IBM, Amazon, etc. Je suis SRE globalement depuis plus de 8 ans, donc certains avec qui j'ai bossé chez Klarnet, chez Conto, et j'ai aussi pendant quelques années fait du FinOps sur Amazon. Je suis contributeur à Falco, donc pas au corps de Falco, donc je ne suis pas développeur C++, Falco étant en C++, et ça demande des compétences très très bas niveau au niveau du kernel, je vais vous expliquer tout ça. Mais tout ce qui est autour, donc je fais des talks depuis avant d'être dédié à ça. J'écris des blog posts, etc. J'ai aussi créé Falco Sidekick, je vous expliquerai ce que c'est. C'est pas que des mascottes sur des t-shirts. Vous pouvez me trouver sur GitHub, Twitter maintenant, et je suis aussi Beer Geek. Donc si vous voulez, on peut discuter de ça après. Falco, c'est quoi? C'est un projet, enfin, ça a été créé par Sysdig, l'entreprise, mais il y a quelques années, je crois que ça date de 2016, ça a été donné à la CNCF. Donc maintenant, ça fait partie de ce qu'on appelle du landscape, le paysage de la CNCF. Et c'est de base cloud natif, donc c'est capable de détecter des événements dans des environnements conteneurisés. C'était même le premier à faire ça. Et c'est spécialisé dans le runtime security, donc en français, sécuriser les applications en fonctionnement. C'est pas très joli, mais c'est la francisation. Le principe, en gros, c'est de regarder ce qui se passe vraiment quand votre application tourne et de lever des alertes si jamais un comportement anormal ou suspicieux apparaît. Donc, on appelle ça, c'est un peu marketing, c'est le moteur de détection de menaces dans Cube, parce que, étant donné que c'était le premier à être compliant avec les conteneurs, Cube, c'est juste une étape d'après, et donc, de base, ça fonctionne dans des environnements Cube. C'est un peu décalé, bon, pardon. On a quasiment 5000 étoiles sur GitHub, ça a pris 30% en un an. Ce qui est beaucoup plus sympa, c'est qu'on a 45 millions de téléchargements des images, en fait plus, parce que les images sont maintenant pas que sur Docker, mais on a aussi sur Amazon et sur Red Hat, chez Red Hat, et on a pris 80% en un an. Revenant de la KubeCon, le runtime security, enfin la protection de ce qui tourne dans vos clusters, c'est énormément à la mode, donc il y a énormément de boîtes maintenant qui en font, ou qui disent en faire. Donc c'est vraiment un sujet à la mode. Alors là, on va taper un peu un peu la complexité, un peu plus. Falco, de base, ça va collecter ce qu'on appelle les syscalls. J'ai un slide sur les syscalls, je vais vous le dire maintenant. Est-ce que les gens sont familiers ou pas avec syscall? Mais je vais essayer de dire ça le plus simplement possible. Donc les puristes, désolé si c'est là. Globalement, vos applications, dans un système Linux, on va dire, ou Unix, mais en tout cas Linux,
pour accéder à des ressources. Par ressources, j'entends des fichiers sur un disque, du réseau, de la mémoire, de la capacité de calcul dans le CPU. Ils ne peuvent pas accéder directement. Il faut qu'ils passent par le kernel, donc le noyau, qui va autoriser ou non les ressources, les limiter, enfin, l'accès aux ressources, etc. Donc, globalement, les appels qu'on fait au kernel pour lui demander des accès aux ressources, c'est ce qu'on appelle des system calls, des syscalls. Globalement, on pouvait voir ça comme une API. L'API que le kernel expose pour qu'on puisse accéder aux ressources qu'il gère en dessous. Vous avez, classiquement, dans les systèmes Linux, vous avez vous connaissez peut-être la glibc, la glibc, qui permet aux applications justement d'appeler ces syscalls. Globalement, si les syscalls c'est une API, la glibc c'est un SDK. Voilà, je simplifie. Et dans les conteneurs type Alpine, c'est Muscle. Voilà, globalement, c'est ça. Et donc, on se base sur ces appels système. Pourquoi? Vu que c'est au niveau du kernel, le kernel étant le cœur de votre système, c'est le chef d'orchestre, tout passe par lui, donc il voit tout ce qui arrive, tout ce qui se passe. Que vous y écriviez dans un fichier, que vous le fermiez, que vous le détruisiez, que vous ouvriez une socket réseau, enfin, tout passe par le kernel. Donc, si on est capable de collecter ces syscalls, on est capable de voir tout ce qui se passe dans votre machine au plus bas niveau possible. Et c'est pour ça que c'est directement compliant, enfin c'est compatible avec les conteneurs, parce que les conteneurs finalement c'est juste de l'isolation de processus. Et donc pour le kernel, pour lui, un process c'est un process, même s'il sait que c'est dans un C-group namespace, etc., que c'est un conteneur, quoi qu'il arrive à avoir l'info, et donc si on est capable de l'avoir au niveau du kernel, on a ces informations-là. Ensuite, grâce aux librairies, je vais expliquer ça, on enrichit metadata, ce qui sont le nom de l'image Docker, quand c'est un pod, quand c'est un pod Kubernetes, le nom du pod, etc. Donc, pour récupérer ces syscalls, on verra plus fortement la caméra, on a historiquement, chez Sysdig, après, développé un kernel module. Donc, les modules kernel, c'est des plugins que vous rajoutez dans votre kernel pour augmenter ses fonctionnalités. Parce que historiquement, c'était la seule manière d'être capable de récupérer des infos au niveau du kernel. Donc ça a été le cœur de métier de Sysdig à une époque. Depuis, les kernels ont permis d'autres moyens de récupérer ces syscalls, ce qu'on appelle les BPF. Je vais venir en détail après là-dessus. Qui sont, en gros, c'est des moyens de se brancher et de récupérer, de se brancher pour mettre un petit programme qui va tourner de manière très sécurisée dans le kernel et pour avoir des événements. Ensuite, on a une première librairie où qu'on appelle l'ISCAP. Son but, c'est de récupérer les événements exposés par les drivers, on appelle ça les drivers, soit le kernel module, soit les BPF probe, de les exposer, qui eux les exposent dans ils les prennent de user space, enfin du kernel space, ils les mettent dans le user space. Donc en gros, on est au niveau du kernel, on les met dans la partie user étant votre système d'exploitation et vous, ce que vous pouvez gérer. Et la première librairie va récupérer ces événements-là, c'est capable de faire du dump, enfin plein de choses. La deuxième librairie va être en charge de parser ces événements et de les enrichir de metadata. Et après, au-dessus, on a Falco, qui finalement, le cœur de Falco, c'est un moteur de règles. Il prend les événements qui ont été récupérés par les drivers, enrichis par les librairies, etc., et il applique des règles dessus pour dire est-ce que cet événement est suspicieux ou non. Si on prend une image un peu plus globale, on a Falco avec ses probes, donc le kernel module ou la probe BPF, les librairies, un moteur de règles, donc filter expression, et si l'événement est suspicieux, on fait l'alerting. De base, Falco est capable de sortir dans du syslog, dans un fichier standard out, forcément, shell, c'est-à-dire qu'on est capable de passer la main à un autre programme en mode pipe à peu près, un webhook HTTPS, et maintenant on a aussi du gRPC pour récupérer les infos. Je vais passer volontairement sur la partie web server ou ditlog metadata parce que je vais vous en parler plus tard. Ça, c'est l'architecture. Donc là, j'avais vu. Petit point sur eBPF. Comme je dis, c'est une fonctionnalité du kernel depuis quelques versions qui permet de faire tourner des programmes sans modifier. En fait, on n'a pas besoin de rajouter des modules, on n'a pas besoin de modifier le kernel. C'est directement, on se branche, on va pouvoir récupérer des infos. Typiquement, il y a énormément de services mesh. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais des choses qui permettent de contrôler le réseau dans des clusters cubes qui utilisent eBPF pour avoir les infos de tout ce qui passe au niveau du réseau. Le plus connu étant Cilium, par exemple. C'est fait vraiment avec une optique de
stabilité, sécurité. Enfin, c'est pour ça que ça a mis un peu de temps à être intégré dans les modules, dans les kernels Linux, parce que donc c'est utiliser monitoring. eBPF, c'est Extended Berkeley Packet Filter. Vous cherchez. La première librairie, donc l'ISCAP, c'est Library for System Capture. Comme j'ai dit, ça tourne au niveau utilisateur, donc elle n'a pas besoin d'avoir vraiment des droits routes, parce que la partie droit route, entre guillemets, c'est celle qui récupère les infos au niveau du kernel. Mais là, vu qu'on est au niveau utilisateur, on n'a pas besoin d'avoir des accès privilégiés sur votre système. Ça amène certaines choses, on peut en discuter. Ça communique donc avec les drivers, ça lit les événements, bon, c'est un ring buffer, ça c'est un peu, en gros, les drivers les mettent dans un ring buffer, en gros c'est du FIFO. On met un événement, c'est collecté, si c'est pas collecté, bah, il va rester dedans, on en pousse d'autres, au bout d'un moment ils sortent. C'est juste pour dire ça. Et donc ça transmet les événements à lib, j'ai horreur de le dire, SIMP, Library for System Inspection. Là, pareil, niveau utilisateur, ça reçoit les événements, ça les enrichit, des métadatas de Docker, metadata cube, et ça les filtre aussi. On a certains. Ça les filtre, ça c'est pas besoin de savoir plus que ça. À quoi, quelle tête a une règle? Donc ça, c'est une règle de base. Je vous la montrerai d'ailleurs en démo tout à l'heure. Voilà à quoi ressemble une règle Falco. C'est du YAML, simple. C'est assez simple à écrire. On a le nom de la règle, une description et une condition. La condition, c'est ce qui va permettre de lever l'alerte. Là, je vais vous expliquer juste après. On a deux macros, enfin on a trois macros. En gros, on a la possibilité de faire des snippets, enfin des bouts de règles qui ne vont pas lever des alertes, c'est juste des bouts de règles qu'on peut réutiliser pour éviter de réécrire la même chose et la même chose, la même chose. Par exemple, si vous voulez vérifier que c'est dans un conteneur, vous n'allez pas réécrire à chaque fois la règle qui permet de vérifier si c'est dans un conteneur. Vous utilisez la macro et ça fait le job. L'output, c'est ce que vous allez vraiment avoir en sortie. Donc c'est vraiment ce que vous allez voir dans le standard out, etc. Sachant qu'on a la possibilité de sortir soit comme ça en mode string, du texte, soit en JSON. Donc dans le JSON, vous aurez un field qui comprend ça et plein d'autres champs qui vont correspondre en fait à tout ce que vous voyez avec des pourcentages là. Tout ça, dans le concept des règles Falco, c'est des événements, c'est des éléments qui vont être remplacés au niveau de la sortie par le contenu de l'événement. J'ai fait beaucoup d'événements, mais c'est pas fait. Mais en gros, c'est des tokens de remplacement. Donc, si l'événement a l'information user.name, vous aurez user égale Thomas. Et c'est comme ça que vous récupérez des infos dans les règles cubes avec le nom du pod. Voilà. La priorité, pareil, c'est sorti dans le JSON en bout de chaîne. Si vous avez besoin de filtrer derrière, dans les stick search, etc., on verra ça. Et des tags qui ne servaient à rien jusqu'à très récemment. Ils étaient là parce que c'était prévu, mais maintenant ils sont vraiment dans les sorties et on peut faire des choses avec si vous avez des systèmes qui vont récupérer les infos. Alors, comme je disais, pour sa facilité, on a des listes et des macros. J'ai tendance à aller par là. Pardon. La première, c'est une liste, donc shell binaries, c'est une liste d'éléments. Donc, si vous avez besoin de rajouter des choses, vous n'avez pas besoin de modifier la règle, vous avez juste la liste, c'est beaucoup plus simple. Ensuite, vous avez la macro shell proc, c'est juste pour dire, est-ce que le proc.name, c'est le nom du process qui a été lancé, est-ce qu'il fait partie de la liste qui est au-dessus? Le macro conteneur, c'est juste pour dire, est-ce que le conteneur ID est différent de host? En fait, globalement, si ça tourne au niveau de l'host, donc pas dans un conteneur, on va dire, ça c'est égal, le conteneur ID égale host. Comme ça, vous pouvez savoir si ça tourne dans un conteneur ou pas. Et spawn process, c'est juste pour dire, est-ce que le type de l'événement, c'est execvi, execvit. Donc ça, les execvi, execvit, ce sont des syscalls. Exactement, c'est le ça là. Donc si event dire, c'est juste pour dire, est-ce qu'on a demandé au kernel ou est-ce que c'est une réponse du kernel. Globalement, tout est structuré comme ça, c'est quelque chose, point quelque chose. Donc les users, c'est user.name, user.id, user.group. C'est assez facile à lire. Forcément, quand on a des règles qui sont très compliquées, très longues, quand on débute, c'est jamais simple. Mais globalement, si je vous avais juste donné cette règle-là et les macros, les listes, vous étiez capable de comprendre ce que ça fait assez facilement. C'est pour ça qu'au niveau de l'user experience, c'est très important parce que vous n'allez pas forcément avoir que du SRE, du SecOps, du DevOps qui va lire ça. Vous pouvez avoir des gens moins avancés. Il faut qu'ils comprennent ce que ça fait. On ne vous laisse pas comme ça tout seul dans la nature. On fournit
un certain nombre de règles par défaut. Tout est dans le repo GitHub de Falco, avec des exploitations, enfin des exploitations de vulnérabilité classiques, donc l'escalade de privilèges. J'ai laissé les noms en anglais parce que les règles sont en anglais, mais donc je me suis pas embêté à traduire. Read-write dans des répertoires sensibles, par exemple si on va écrire dans /etc, ce genre de choses. Execute shell, SSH binaries. Dans un conteneur, si vous avez un truc SSH qui se lance, c'est pas bon. Mutating binaries, etc. Voilà. En gros, en ce moment, il y en a à peu près 70, à peu près, peut-être. J'arrête de compter parce que. Et il y en a aussi certaines qui sont extrêmement spécifiques quand des CVI sortent. Généralement, quelqu'un de la communauté, parce que les règles sont communautaires, hein, c'est pas SysDig, pas SNCF, hein, c'est vraiment communautaire. Et il y a toujours quelqu'un, généralement, dans l'heure ou les 2 heures, qui propose une règle spécifique pour détecter la CVI. Ça, c'est plutôt sympa. Et il y en a aussi pour les audit log cubes. Je vais faire une petite parenthèse aussi derrière, grâce à une nouvelle fonctionnalité qu'on a sortie. Vient Falco Sidekick. Globalement, avec ces sorties, si vous avez besoin d'envoyer dans votre système d'astreinte, Opgenie, Pager d'outils ou autre, il fallait vous coltiner le pipe plus le curl, etc. Parce qu'il faut formater avec un token, avec l'autorization key, il y a plein de trucs comme ça. Et donc, a été créé par un mec super, Falco Sidekick. Et le principe que j'avais en tête, c'était capable de connecter, de prendre les événements de Falco et les balancer à plein de sorties en mode parallèle. Typiquement, je veux pouvoir envoyer tout dans Elasticsearch et que ce qui est au-dessus de critique à mon système d'astreinte, par exemple. Et donc, maintenant, j'ai compté hier pour vous, 45. Et j'en ai rajouté 2 cet après-midi pour MQTT et Node-RED pour essayer d'intégrer dans de l'IoT. Parce que Falco va être dans la prochaine version compilable sur ARM. Donc potentiellement, on va être capable de faire tourner du Falco dans des environnements d'IoT avec la petite fonctionnalité que je vous parle tout à l'heure. Donc on a du chat, les très classiques, du log, du queue streaming, function as a service, les métriques, parce que ça c'est sympa. Donc vous pouvez scraper Falco Sidekick et avoir vos métriques Prometheus. Si quelqu'un est motivé pour faire un service monitor, rajouter dans la charte le service monitor, je suis preneur, sinon je le ferai. Des alertes, du stockage, il y en a plein. Et comme je l'ai dit, le principe, Falco, étant donné qu'il est au niveau du kernel, vous avez un Falco par nœud cube, parce que forcément les kernels ne sont pas distribués, mais vous pouvez totalement centraliser dans un seul Falco Sidekick qui peut être externalisé totalement et envoyer, comme je l'ai dit, si la priorité est supérieure, envoyer à tel événement. Donc ça permet de d'étendre et tout mettre en parallèle. Vous pouvez aussi, ça je ne l'ai pas mis, mais rajouter des tags statiques. Parce que tous les événements qui ont été remplacés dans les sorties, là, dans l'output, user.name, proc.name, etc., vous les retrouvez dans un tableau, c'est un dictionnaire dans le JSON, et vous pouvez statiquement rajouter via Sidekick des infos dedans, typiquement votre région, le nom du cluster, etc. Ça vous permet, quand vous avez des clusters de log, par exemple, mutualisés, de retrouver d'où vient la source, parce que c'est pas forcément dans l'événement Falco, vous n'avez pas de quel cluster ça vient si vous en avez 3-4. On a vu Falco, il détecte, Sidekick, il notifie. L'étape d'après logique, c'est de réagir. Et étant donné qu'on est capable de connecter plein de systèmes qui font soit du serverless, du function as a service, utilisez le nom que vous voulez, à Lambda, Kubeless, OpenFast, Knative, Workflow, etc., on va être capable en fonction des événements que Falco a détectés, de réagir. Typiquement, j'ai un shell qui se met dans un pod, je ne cherche pas, je termine le pod, par exemple. Mais après, vous pouvez le faire aussi, terminer l'instance EC2. C'est pas, on parle de cube beaucoup, mais ça tourne très bien sur une machine, sur une VM ou sur une machine on-prem. Il n'y a pas de souci. À partir du moment où vous faites tourner un Linux, Falco devrait tourner. Si vous êtes intéressé pour avoir plus comment on peut intégrer tous ces systèmes-là, on a fait une série d'articles de blog sur falco.org/blog. Je crois qu'il y a 9 articles, donc à peu près tout cela, peut-être pas lambda, où en gros, ça vous explique, ça prend un exemple à chaque fois de comment intégrer Falco Sidekick et un de ses functions as a service pour faire du response engine. Voilà, ça a été fait par des gens de la communauté.
On fournit aussi une petite interface. Si on me pose la question après, c'est du pur read-only. Donc en gros, c'est Falco Sidekick envoie à l'interface, il y a un Redis derrière pour le stockage des données et faire du full text, du full text search dedans. C'est aussi moi qui l'ai codé, donc si c'est mal fait, vous avez qu'à vous plaindre à l'univers JavaScript. Bref. Et le principe, en gros, de base, c'était juste pour avoir quelque chose de graphique dans les démos, plutôt que de montrer des terminaux. C'était plutôt sympa, et finalement, je vois que c'est assez utilisé pour faire du debug. Mais c'est juste du read-only, vous n'allez pas configurer Falco, vous n'allez pas voir les règles, c'est vraiment... ça vous intéresse, je vous montre une démo ou pas du tout? Oui. Alors, j'ai un petit cluster local. Alors, j'ai essayé de zoomer. Ouais, tout le monde voit bien là. J'ai un petit cluster de 3 nœuds, donc un master et de worker, basiquement, c'est du K3S, c'est un truc pour que ça tourne en local. Donc forcément, on trouve au niveau des pods 3 Falco, un sur chaque nœud, parce que j'ai 3 nœuds, et j'ai qu'un seul sidekick, parce qu'il va être capable de prendre les événements, et un seul FlexQI, un seul Redis. Normalement, je vais vérifier juste. C'est bien ce que je pensais. Okay, hop. Voilà. Je suis un feignant sur kubectl, donc j'utilise K9S. Si vous ne connaissez pas, franchement, c'est une tuerie. Et normalement, on retrouve l'interface. Voilà. Donc, imaginons, vous avez, on va faire un petit pod Whiskel. Voilà, il tourne. Imaginons que ça, c'est notre service, notre web service, peu importe ce qui se passe. On va regarder Falco, on va demander les logs. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais lancer un shell dans ce pod. Je me suis même pas retourné, je sais que c'est tout de suite immédiat. Vu que vous êtes vraiment au niveau du kernel, c'est immédiat, et Falco, il va le voir tout de suite, surtout qu'il n'est pas chargé là, donc il a un peu de temps. Et donc, on a... Pardon. Non, je vais faire comme ça. Vous voyez, j'ai la sortie en JSON, parce que Falco Sidekick a du JSON derrière. On a eShell spawn, donc ça, c'est le message. Donc, user, bon, il n'y a pas, parce que c'est -1, ça doit être lié à... Et vous avez... Pourtant, j'ai pas le... C'est l'effet démo, j'ai pas le nom du pod, et j'ai pas le... Bien. Normalement, j'étais censé l'avoir. Donc, vous avez la priorité, c'est notice, vous avez le nom de la rule, vous avez les tags, quand est-ce que c'est passé, et les autres put fields, donc c'est tous les éléments qui ont complété. Et je trouve ça très bizarre de ne pas avoir le... Si on va regarder dans l'interface, ça va faire merder ma démo derrière. On retrouve, c'est issu des syscalls, c'est un notice, vous avez les tags, vous avez un petit histogramme basique, et si on fait la liste des événements, vous avez retrouvé les mêmes infos, on peut filtrer, etc. On peut faire d'autres trucs rigolos. Je crois que c'est Directement, il a vu que j'avais lancé un système de gestion de paquets et il m'a détecté que quelque chose a été installé dans mon pod. On n'est pas censé faire installer des choses dans un pod quand il tourne. C'est de la prod. Donc, s'il y a un truc qui s'installe, potentiellement, ça ne le fait pas. Est-ce que là, il me l'a complété? Non, il ne m'a pas complété. Bon. J'ai aucune idée de pourquoi. Ça va faire merder la démo. Pod. Ouais. Ça va totalement faire merder la démo, je suis désolé. Je sais pas pourquoi. J'ai dû casser un truc en faisant des joujoux cet après-midi. Donc, normalement, là, je vais vous le montrer. Imaginons que j'écris quelque chose dans /etc. On va aller regarder les logs. C'est pas grave. Hop. Donc, on a les 3 événements que j'ai lancés. On a le shell, le lancement d'un package, d'un process de package management, et write below etc. Et là, normalement, au moins, on a le file descriptor name. On sait qu'on a écrit quelque chose dans Whiskel, dans UTC Whiskel.
Là, normalement, quand j'ai fait ça, j'ai un response engine voilà, qui est censé tuer le pod en live. J'ai quand même solution de réplique parce que je vais essayer de vous le. Je peux pas montrer en full screen. Et il veut pas le full screen là, parce que je suis déjà. Alors c'est l'ancienne version de l'interface. Voilà. Comme je suis prévoyant. Ça s'appelle Meetup parce que c'était un Meetup CNCF. Donc pareil, un exec. Là, pour le coup, c'est si on détecte l'exec, automatiquement, tout de suite, on va terminating à droite, le pod est détruit. C'est le genre de choses qu'on peut faire avec un response engine. On peut faire d'autres choses. Dans la démo dont je devais vous montrer, on rajoute un label. Les labels peuvent servir au service mesh à isoler du réseau. Enfin, on peut faire des tas de trucs comme ça. À partir du moment où vous pouvez faire tourner du code, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Le but de ça s'appelle Falco Talon. Je ne vous donnerai pas pourquoi on appelle ça Talon, quand ça ne sera pas enregistré. Non, c'est juste une blague. Et globalement, l'idée que j'ai, vous pouvez le chercher je vous donnerai les liens s'il faut. L'idée, c'est on met des règles Falco en YAML simple. Et le response engine fonctionne sur le même typologie de règles. En gros, c'est si la priorité est supérieure à ça et que ça correspond ou que ça correspond à telle règle, genre de choses, l'action est déjà préconfigurée. Vous avez juste à dire tue mon pod. Vous n'avez plus à écrire la fonction JavaScript, Go, Rust, Python, ce que vous voulez, qui va se connecter à l'API Cube, qui va faire l'action. Le but, c'est que tout est pré-mâché, et c'est pour ça que c'est immédiat, parce que vu que le pod, il est là, il attend juste les événements, et que globalement, c'était ça le sens de la démo. Pardon. Voilà. Comme j'ai dit au début, je suis dans le timing, je suis bon, au début, Falco faisait uniquement les syscalls, donc les événements venant du kernel. A été rajouté un petit web server, peut-être 2 ans, 3 ans, qui permet en fait d'écouter les audit logs, les control planes, donc ce qui contrôle les clusters cubes, enfin, plus ou moins, ont la possibilité, on leur dit sur tel endpoint, tu peux envoyer ce qu'on appelle les audit logs, c'est en gros des événements, tous les événements de sécurité, enfin, tout ce qu'on a demandé à l'API Cube, envoie-les. Donc on sait qui a demandé quoi à Cube. J'ai demandé de détruire tel pod, de créer telle ressource, etc. etc. Et donc Falco était capable, via ce petit web server, de récupérer tous ces audit logs. Par contre, c'était niveau code, c'était très compliqué et, parce que ça n'avait pas été fait pour ça à la base. Donc ça a été rajouté un peu au forceps. C'était difficile de rajouter d'autres choses, de faire autre chose que des audit logs. On doit exposer un web server. Donc si on expose un web server, voilà. Au final, il a été donc tout ça, ça a été supprimé. Ça va être supprimé de la prochaine version de Falco. Le web server a été gardé, mais extrêmement isolé. En fait, il sert juste à envoyer du statique pour les health checks de cube, les probes en fait, readiness et la classe. Il faut aussi gérer du TLS parce que le control plane impose pour envoyer qu'en face, ça soit de l'HTTPS. Donc, ça vous oblige à gérer les certificats à déployer dans Falco. Enfin, ça se fait, mais non. Mais le gros point noir, c'est que ces audit logs-là, si vous gérez vous-même votre cube, pas de souci, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous êtes sur du cube managé, donc GKE, AKS et EKS, voilà, ces audit logs, ils sont directement collectés par le cloud provider pour nourrir sa propre solution de log. Et donc, vous ne pouvez pas les récupérer. Et donc, ça ne fonctionne pas sur. La plupart des gens font quand même du cube managé, enfin beaucoup. Ça ne fonctionnait pas. Et ça, c'était un gros point noir et une grosse demande. D'où nouveau système, depuis la version de 0.31. C'est la date de la 0.30, mais c'est officiellement sorti de la 31. On a intégré au niveau de Falco un framework de plugins. Donc, en fait, on va être capable de rajouter une nouvelle source à Falco. En gros, potentiellement, n'importe quel flux d'événements, donc on peut des logs, ça peut être des webhooks, donc ça peut être, pour le coup, le serveur web n'est plus dans Falco, mais dans ce plugin qui est totalement isolé, donc si jamais il se fait poutrer, on ne peut pas poutrer Falco, et donc il tourne avec des droits beaucoup plus light. On a une API, c'est bien documenté, etc. Et on va pouvoir faire des tas de choses. Voilà, les plugins, c'est des librairies partagées, ça c'est le tir. On a sorti directement un plugin CloudTrail, c'est-à-dire que Falco, maintenant,
est capable d'aller récupérer depuis CloudTrail. Donc CloudTrail, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est chez Amazon, c'est là où ils collectent tous leurs événements de sécurité. Et donc, on est capable de récupérer qui fait quoi sur l'API Amazon avec Falco, et donc de lever des alertes. On est en train de préparer CloudWatch Log, etc. On a sorti, je crois que c'est peut-être le cas, les Secure Log, je crois que ça s'appelle comme ça, de GitHub. GitHub est capable de l'envoyer, comme fait le control plane, des événements de sécurité à un endpoint. Et donc, on a un plugin qui écoute tous les événements de sécurité de GitHub, et après, vous levez des alertes. Pareil, votre plugin, en fait, son job, c'est de récupérer les événements, de les parser pour avoir des champs cohérents. Tout à l'heure, on avait proc.nem. Là, pour le coup, ça avec GitHub, je crois que c'est gh.user, gh. Plein de genres de choses. Pour le CloudTrail, je crois que ça s'appelle City pour CloudTrail, quelque chose, etc. etc. J'ai fait le plugin Docker, et je crois que je me suis pas fait chier, c'est Docker quelque chose. Voilà, il y a le genre de choses. J'avais fait un truc Twitter, donc typiquement, on peut se connecter à Twitter et faire des recherches dans l'API Twitter. Et c'est comme ça que je peux vous dire que les gens partagent plus de photos de chats que de chiens. Parce que j'ai dit, récupère-moi tout ce qui contient le hashtag chien ou chat et qui a une image. Donc, voilà, on n'a pas encore pour CloudWatch, pour ça s'appelle Azure Log Analytics et Stackdriver chez Google, mais on est en train de les faire pour justement récupérer ces audit logs. Et l'avantage aussi qu'on a avec les plugins, c'est que le parser des audit logs cubes, au final, le JSON, peu importe votre cloud provider, peu importe, ils ont toujours la même structure. Ce qui fait que le plugin qu'on a fait pour remplacer les audit logs qui étaient internes à Falco, maintenant, c'est un plugin qui a la logique pour découper. Cette logique pour découper, finalement, c'est une librairie qu'on va pouvoir utiliser dans les autres. Tout ce qu'on a à faire, c'est la logique de récupérer l'info. Mais si on est sur un cloud provider, récupérer l'info, c'est-à-dire que je me crée une session et je récupère les logs. Et créer la session, ça va être pouvoir utiliser pour plein de services après autres, récupérer les logs. Là, on fait les audit logs, mais vous pourrez récupérer peut-être, j'en sais rien, vos logs de base de données s'ils sont dans la session. Enfin, c'est totalement libre et vous avez... le champ des possibles est énorme. Il y a des mecs chez SysD qui se sont amusés à faire des caméras dans leur salon qui, avec de l'OpenCV, fait la reconnaissance et via Falco, ils s'alertent quand leur chat fait des conneries. Et il y a un mec qui voulait connecter sa Tesla aussi avec c'est OBP, bref, le protocole qu'on a dans les voitures. Donc le champ des possibles est énorme. Il y a juste un petit truc à savoir. Quand vous activez un plugin, ça désactive la récupération des syscalls. Donc, vous allez devoir faire tourner un Falco pour les syscalls, un Falco. C'est en train d'être prévu dans la chart Helm. On fournit un SDK, parce qu'il faut quand même créer un plugin, c'est un peu... Derrière, le framework, il est en C, c'est un peu... Donc, on fournit un SDK en Go. Le SDK C++ est dans les tuyaux, et il y a un mec qui veut faire le reste. Mais en tout cas, le SDK Go fonctionne très bien. Après, je crois que je parle de ma paroisse, parce que je suis un peu intégré dedans, mais... Si vous voulez tester, j'ai écrit un article de blog qui est un Getting Started. En gros, c'est comment écrire un plugin, how to write a plugin for Falco. Et c'est un article de blog qui vous reprend en fait tout ce qu'il faut dans un plugin au minimum pour que ça fonctionne, pourquoi cette méthode fait ça. Et donc, si vous avez besoin d'aide, il ne faut pas hésiter à me contacter. C'est aussi mon job d'aiguiller les gens. Donc maintenant, Falco, qui était pour sécuriser, c'était juste pour Kubernetes, c'est beaucoup plus générique. Cette slide-là, en fait, elle reprend juste celle d'avant. Et maintenant, c'est n'importe quoi qui a un flux d'événements. Et le flux d'événements, c'est beaucoup de choses. Donc, globalement, l'évolution, on n'a plus la petite partie avec le serveur, comme je vous ai montré. J'ai passé vite fait dessus au début, mais on a les plugins ils ne sont pas encore là, mais j'ai préparé la slide. Si vous voulez tester Falco, le plus simple, c'est passer par la charte Helm. On maintient, elle est officielle, il n'y a pas de souci. Et juste avec ces deux commandes, là, ces deux changements de values, vous installez Falco Sidekick. En fait, c'est une deuxième charte, mais c'est une dépendance, et ça s'installe. Et Falco Sidekick UI. Et donc, juste ça, vous allez avoir Falco qui s'installe dans votre cluster, et vous aurez lui, avec un petit port forwarding comme j'ai fait tout à l'heure, vous allez pouvoir y accéder et voir de base, parce qu'il s'installe avec toutes les règles par défaut, vous allez voir des choses. Il ne faut pas oublier que c'est juste de la détection, ça ne fait pas de réaction, donc vous ne risquez rien. Et à part si vous tabassez au niveau syscall des milliards de syscall, mais je pense que quand vous appelez GitHub, ils avaient cette contrainte-là, effectivement, il peut avoir de l'overhead, mais sinon, c'est assez transparent et l'impact de Falco sur votre système, il ne va pas être plus que un agent de monitoring dont je dirais non. Voilà. Parce qu'il y en a plein et je vais pas...
J'ai même traduit ça. Si vous voulez discuter avec Falco, bah, le site officiel, le projet sur GitHub. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Slack. C'est le Slack kubernetes.slack.com. On est 1500, 1600 et je peux vous dire du jour et de la nuit, vous aurez toujours quelqu'un pour vous aider si vous avez le moindre truc, pour vous aiguiller. Et comme c'est un projet CNCF, qu'on suit les préconisations de la CNCF, on a un community call chaque mercredi, 18h, heure française. Et à chaque fois, on est de plus en plus. En ce moment, on est entre un peu plus de 15. Et si vous êtes juste là pour regarder, ou si vous avez un problème, un gros problème, vous pouvez venir en parler, ou si vous voulez contribuer. Normalement, j'ai terminé. Et s'il y a des questions, est-ce que je suis bon au niveau timing? Ouais, 40 minutes. Allez, 1, 2. Est-ce qu'il y a des questions? Je vous apporte le micro. Oui, tout d'abord, merci. Franchement, super présentation. Juste une question par rapport au plugin. Le principal inconvénient de la première version avec le web server, c'était les audit logs Kubernetes et le fait qu'on ne puisse pas les récupérer des services managés, enfin des Kubernetes managés. Pour autant, les plugins qui ont été créés juste après, ils n'adressent pas d'abord ce problème-là, mais plus on a vu des plugins qui n'étaient pas dédiés à ça. Et il y avait un bleu Kubernetes, ça correspond à quoi exactement? C'est les audit logs. Quand tu l'envoies depuis control plane, que tu les envoies directement. Ah oui, donc quand tu maîtrises ton control plane. Voilà, c'est ça. Alors oui, c'est une bonne remarque. Alors, pourquoi? C'est juste pour pas faire de... Le but, c'était on crée les plugins. Pendant longtemps, c'était pas encore sec. Donc, on préférait avoir une nouvelle source où, quoi qu'il arrive, c'était pas en prod chez les gens, plutôt que de dire, bon, maintenant, on déprécie le web server et ça fait breaking change énorme chez les gens. Donc, ça a été ça l'optique, globalement, quand on a créé les plugins. Et certes, le besoin principal, ça a été cette galère qu'on avait avec les audit logs, mais effectivement, il y avait dans la tête des développeurs de dire, mais si on fait ça avec on peut faire avec plein d'autres trucs. Et c'était impossible à rajouter. Il fallait vraiment y aller au forceps dans le code, et c'était pas possible. Voilà. Globalement, c'est pour ça. C'était en 2 temps. Tu vois, c'est pour ça qu'on a fait les plugins. Et là, maintenant, le plugin est là. Dans la prochaine version, le web server sera plus là. Du moins pour les audit logs. Donc, il y aura breaking change. Mais à côté de ça, on fournit dans la charte Helm, c'est en travail, vous pouvez regarder sur le repo avec nos chartes, pour faire une expérience simple, que ça soit smooth, je ne sais pas comment on traduit en français, mais que ça soit fluide, merci, pour les gens qui vont devoir faire cette bascule. Parce que les plugins, ça pose une question, en fait, il y a 2 paradigmes, c'est du pull et du push, comme les métriques. C'est si tu fais un pull, c'est-à-dire que tu vas chercher tes logs, il ne faut surtout pas que tu aies 4-5 Falco qui vont chercher les mêmes logs, parce que sinon ils vont faire la même alerte, et derrière, si tu n'as pas un truc de déduplication, déjà ça fait du gâchis de ressources pour rien. Donc il y a toute cette notion dans le déploiement de se dire, est-ce que mon plugin a nécessité de faire du pull, donc dans ce cas-là, il m'en faut un seul, ou est-ce que c'est du push, par exemple les webbooks de GitHub qui va les envoyer, dans ce cas-là, pour la haute dispo, pour être sûr de ne pas rater le webbook, je vais en mettre plusieurs, quoi. Mais j'ai pas besoin d'en mettre, si j'ai un cluster de 50 nœuds, j'ai pas besoin d'avoir 50 Falco qui vont faire ça. J'en mets 2-3 et 2 au minimum. Pour continuer là-dessus, tu disais qu'il y avait une installation à faire à part pour les plugins. Et pour le plan futur, c'est de merger, c'est ça? J'ai pas saisi cette. Oui, vu que à l'heure actuelle, quand tu actives un plugin, les syscalls s'arrêtent d'être collectés. Donc tu vas devoir intégrer dans ton cluster, si tu veux continuer à avoir les syscalls, des instances Falco en daemon set pour en avoir un par nœud, et à côté, un ou plusieurs Falco qui vont gérer les plugins. Et la charte est en train de gérer cet aspect-là. Voilà. Mais ça veut dire quand même que tu dois connaître la typologie de ton plugin. Tu ne peux pas aller en aveugle, parce qu'il faut que tu saches est-ce que ça doit être un seul ou est-ce que je dois être plus seul. Voilà. C'est toute une logique un peu différente, mais ça fonctionne. Et il y avait aussi, normalement, ça fait qu'un seul plugin à l'heure actuelle, mais il y a une grande discussion pour pouvoir gérer le multi-plugin. Pourquoi ça faisait qu'un seul plugin? C'est juste parce que les syscalls, c'est quand même assez invasif, mine de rien, pour Falco. Même si ça n'a pas d'impact sur votre système, c'est quand même un boulot assez important parce qu'il y en a beaucoup. Voilà. Donc, faire ça plus un plugin à côté, ça pouvait créer de la latence dans l'analyse des syscalls. Et donc, après la latence des syscalls, ça savait que parfois, Falco, quand il est vraiment trop saturé, il va en dropper. Il ne va pas regarder. Il va enlever 1 ou 2%. Donc, pour éviter qu'un plugin ait cet impact-là, ils sont désactivés.
et le truc est fait pour pas tourner avec du multithread. Donc, plusieurs plugins, pas possible. Mais ça va changer aussi. C'est en cours de développement. Ok, merci, c'est très clair. Par Jason de la Luce. J'adore son nom. D'autres questions? On va passer au deuxième talk avec Guillaume. Merci Thomas. Et voilà, mon éléphant géant écran. Donc maintenant, vous savez bien ce que c'est Whiscale, mais peut-être que vous êtes venu pour savoir ce que c'est la sécurité avec Kubernetes. Donc tout simplement, d'abord, on va revoir qu'est-ce que la sécurité en général très rapidement et où est-ce qu'on peut apporter de la sécurité dans Kubernetes. Et ensuite, on va voir différentes méthodes que l'on peut appliquer pour justement apporter cette fameuse sécurité. Donc tout d'abord, la sécurité, c'est quoi? Alors moi, en général, je la définis avec l'acronyme DICT, qui est relativement connu, donc pour disponibilité, intégrité, confidentialité, traçabilité. C'est comme ça qu'on appelle ça en général les piliers de la cybersécurité. Et c'est ce qu'on va essayer d'appliquer justement à notre cluster Kubernetes. Et justement, dans un cluster Kubernetes, où est-ce qu'on va pouvoir appliquer cette fameuse cybersécurité? Alors, il existe ce qu'on appelle les 4C, donc pour Cloud, Cluster, Container, Code. C'est les 4 endroits principaux dans un cluster cube, on va pouvoir dire, de manière théorique. Et où est-ce qu'on va pouvoir apporter de la sécurité? Eh bien, on va pouvoir apporter de la sécurité au niveau du cloud, on va pouvoir apporter de la sécurité au niveau du cluster, du conteneur et du code. Comment? Alors, tout d'abord, on va aller voir le durcissement système. Alors, avant, je tiens à rappeler, on peut apporter de la sécurité partout et de différentes manières. Je vais faire abstraction de certaines choses. Donc, on va voir à chaque début de partie, je vais un petit peu préciser toutes les petites choses que l'on peut mettre en place et après, je ferai un focus sur les choses qui m'intéressaient le plus. Mais évidemment, je n'aurais pas pu tout citer, bien entendu. Ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. Donc, tout d'abord, les best practices du durcissement système. C'est un petit peu des choses classiques. Les packages inutilisés, on les supprime. Ça ne sert à rien, enfin, dans le sens où si on a un package qui peut potentiellement être un petit peu vieillot, qui peut être potentiellement vulnérable, ça serait embêtant qu'il soit exploité pour faire une escalade de privilèges. Donc, on peut essayer de les supprimer, restreindre les modules kernel, ça peut être quelque chose de relativement intéressant. Par exemple, alors on va voir après, il y a des outils pour ça, mais il y avait une faille qui s'appelait Dirty Cow pour copy and write, qui permettait justement de faire de l'escalation de privilèges. Et il s'avère que c'était notamment un appel système en particulier qui causait ce problème. Et si l'appel avait été restreint, on aurait été, entre guillemets, protégé de ce type de faille. Donc, c'est quelque chose qui est relativement intéressant. Évidemment, c'est classique, on désactive les ports, ce qu'on n'a pas besoin. Dans un cluster cube, il y a des ports qui sont bien identifiés, il suffit de les whitelister, enfin, suffire, on se comprend. Restreindre les appels kernel, justement, ça peut être très intéressant et on va voir quel type d'outils on peut utiliser. Et restreindre les interactions avec l'hôte. Kubernetes, c'est un service qui tourne sur des instances. Il va communiquer avec notre hôte et on voudrait qu'il reste dans ce qu'il devrait être à même de faire. Voilà, donc là, on va aller partir sur un outil que j'aime bien. CCComp, il permet justement de restreindre les appels entre Kubernetes et le noyau Linux. Donc, très simple à installer, ça va sur toutes les instances Linux. Il suffit pour vérifier voilà, proc1 status et on sait s'il est activé ou non. Donc, on peut l'activer au niveau du kernel ou le désactiver. Et comment est-ce que ça se concrétise en termes de configuration? Bien, concrètement, soit vous fonctionnez en mode de blacklist ou en mode whitelist. Donc là, par exemple, ici, il y a un petit exemple où on veut justement un appel qui s'appelle ptrace, qui est justement l'appel qui avait été utilisé pour la faille Dirty Cow. Donc, si on avait justement blacklisté ptrace, on aurait pu se protéger de cette fameuse vulnérabilité. Donc, évidemment, il faut quand même faire attention. Des fois, ça peut être tout à fait légitime, ces appels système. Là, dans ce cas-là, en général, un cluster cube n'en a pas besoin. Et évidemment, donc là, on a défini une blacklist ou une whitelist, et ensuite, il faut l'appliquer à un pod. Donc, c'est dans le security context. En général, il y a beaucoup de choses qu'on peut appliquer au security context. Et on définit juste le second profile. Donc là, ici, c'est bon, évidemment, je n'ai pas mis les mêmes noms, mais concrètement, il faut référencer le fichier de blacklist ou de whitelist. Le truc qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, il faut que ce fichier il se trouve sur toutes les instances. Donc là, c'est un fichier local qui est référencé. On a un autre outil qui est intéressant. Je tiens à préciser, il est uniquement pour les instances qui sont Ubuntu ou Debian. Malheureusement, c'est un petit peu overkill, mais c'est quand même vachement intéressant. En fait, vous êtes
théoriquement capable de générer des profils, c'est-à-dire qu'un pod, votre application, elle va interagir avec votre système d'une certaine manière. Donc, il va y avoir certains appels système, certaines interactions avec le système de fichiers. Et ces interactions-là, elles vont normalement pas être dépassées, sauf en cas d'évolution, bien entendu. Donc, il y a AppArmor, qui est une solution qui va permettre justement de limiter les interactions du pod avec le système de fichiers. Donc ici, par exemple, on a un profil qui est relativement très simple. Il n'a pas le droit de toucher au système de fichiers. Bon. On peut faire des choses relativement plus complexes. Il y a des outils pour générer ces profils. On ne demande pas aux gens de faire ça à la mano. Après, c'est comme j'ai dit, hein, personnellement, je considère ça un petit peu overkill. Je pense qu'il y a des solutions qui sont plus faciles à mettre en place et qui seront peut-être plus adéquates vis-à-vis de la maturité des équipes en général. Donc ensuite, un profil à part mort, comment est-ce qu'on l'attache? Eh ben, ça va être cette fois-ci avec des annotations. Donc là, on a toute une longue ligne qui veut dire concrètement au pod Titi, qui est référencé ici. Comme évidemment, on peut avoir plusieurs conteneurs dans un pod, il faut référencer auquel conteneur on veut attribuer ce profil. On référencie évidemment le profil qui lui aussi doit faire partie de nos instances. Et voilà, on est protégé en fonction de ce que vous avez défini dans ce fameux profil. Hop, hop. Donc maintenant, sécurité à la chaîne d'approvisionnement, c'est aussi une partie importante dans un cluster Kubernetes. Il faut qu'il y ait des applications, elles n'arrivent pas par magie. Donc concrètement, évidemment, les conseils plutôt relativement basiques, minimiser l'empreinte de l'image de base, c'est-à-dire concrètement, eh bien, votre conteneur, on va essayer de limiter la taille du Dockerfile dans le sens où on ne va pas rajouter un maximum de choses. On va essayer de supprimer des binaires si l'image de base est un petit peu trop généreuse, voire utiliser directement des images qui sont déjà un petit peu plus light, qui ont été pensées pour la cybersécurité. On a des scanners qui existent, donc on va aller le voir juste après en détail. C'est Trivi pour justement aller voir les CVE, les fameuses vulnérabilités qui sont connues et qui peuvent donc être traitées, parce que si elles sont connues, on a en général les réponses adéquates. Scanner les manifestes directement. Les manifestes, eh bien, ils peuvent être scannés et dans ces manifestes-là, on peut apporter directement des solutions de sécurité qui peuvent être, qui sont des fois natives à Kubernetes et qui peuvent être relativement simples à mettre en place. Évidemment, repo privé, justement, avec des images pré-scannées. Si vos utilisateurs voulez mettre à disposition certaines images, le mieux, c'est d'avoir déjà des repos privés. Notamment, si vous avez peut-être connu ce cas-là, c'est si vous utilisez directement Docker Hub, vous allez vous faire blacklister et vous ne pourrez plus déployer. Ça risque d'être un petit peu embêtant. Donc, avoir un repo à soi, c'est relativement intéressant. Évidemment, scanner de manière continue. Si vous utilisez des images publiques, les CVE, on les trouve tous les jours. Donc, si vous avez déployé en prod il y a un an, peut-être qu'avant-hier, il y a une vulnérabilité qui a été détectée au niveau de l'image. Ça peut être intéressant de réaliser des scans assez régulièrement, pas juste avant d'avoir mis en prod. Alors, on va voir un outil aussi qui est relativement intéressant, c'est Kubernetes Admission Controllers, où on peut mettre une panoplie concrètement de tests. Ça va être à vous de les configurer, mais ça peut être très puissant. Et enfin, évidemment, intégrer le scanning à la CI/CD. Lorsqu'on met en prod, on veut tester ces fameuses images, mais c'est lié à ce qu'on a dit juste avant. Donc, notamment, on va voir Trivi. Donc, c'est un outil qui est relativement simple. Donc, Trivi, cette fameuse ville de Saône-et-Loire, bien entendu, qui ne connaît pas la crise. Et ça, c'est mon co-leader de cercle sécurité, Teddy Ferdinand, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui fait de la sécurité. Et dans la boîte, c'est mon patron. Voilà, c'est le petit bug. Donc, concrètement, Trivi, il va être là pour analyser les images. Et il va être à même de détecter les CVE. Donc, ce que je vous disais, bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est les Common Vulnerability Exposures. Donc, ces fameuses failles que l'on connaît, qui sont référencées dans des bases de données de vulnérabilité et que l'on peut identifier. Il suffit de faire un scan. Donc, relativement simple avec une ligne de commande, Trivi Image Nginx Latest. Là, j'ai juste fait le tri pour Severity Critical. Et on peut voir que sur Nginx Latest, il y a quand même des vulnérabilités qui sont considérées critiques. Donc, ça revient à ce que je disais avant, minimiser les mises images, les retravailler potentiellement. Il ne faut pas faire confiance alors Nginx, désolé pour eux, mais c'est important de savoir ce que l'on utilise et potentiellement retravailler les images de base. On a aussi KubeSec, donc je vous disais, ça va nous permettre d'analyser les manifestes directement, nous faire des recommandations de sécurité. Donc en général, ça va être par exemple d'aller mettre des choses dans le security context, par exemple, chose relativement simple à mettre en place. Donc tout simple. Et on obtient ce genre de choses. Alors par exemple, ici, on nous dit read-only file system. Bah oui, en effet, au niveau du security context, on peut dire directement à nos pods,
tu n'as pas le droit d'aller faire de l'écriture sur le file system. Donc, il y a des options directement natives à Cube qui vont nous permettre de mettre ce genre d'interdiction, qui vont donc nous permettre de rendre le pod qu'on va dire immutable, c'est-à-dire que ça ne bouge pas. Après, il y a d'autres conseils. Donc, par exemple, le CubeSec conseille d'utiliser à part mort. On a aussi d'autres choses, des conseils un petit peu plus simples. Donc, par exemple, là, le service account, il est peut-être un petit peu trop ouvert. Ça serait sympathique de le restreindre, voire de ne pas forcément en associer un. Surveillance, journalisation et sécurité d'exécution. Donc, peut-être que ça vous rappelle quelque chose d'un talk qui vient juste de se passer. Il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire il y a environ 15 minutes. Enregistrer les événements au niveau du cluster K8s. Il se passe des choses avec le cluster K8s, on l'a vu avant. Kubernetes, il va interagir avec le système. Et K8s, il va aussi être appelé par des utilisateurs. K8s, il y a une API, on le sait bien, au niveau du control plane. Cette API-là, il se passe des choses. Ça serait intéressant de les enregistrer et potentiellement de réaliser des actions. Par rapport à ça, enregistrer donc les interactions avec le cluster Cube et ses différents autres, et au possible, rendre les pods immutables. Donc, c'est ce qu'on a vu juste avant, potentiellement en définissant read file, only file system. Tu ne toucheras pas au file system, c'est du read. Donc voilà, sysdig, ça vous rappelle quelque chose. C'était le jeune homme juste avant moi. Et enfin, on a aussi donc une option pour auditer Kubernetes. C'est du natif. Ça s'active au niveau du Kube API Server. On définit juste où est-ce que l'on veut loguer ces fameux événements. On définit le fichier de policy. Il y a quand même 2-3 petites configurations à rajouter. Et on va pouvoir enregistrer toutes les interactions que vous aurez avec le cluster Cube. C'est-à-dire tous les appels API. Pour faire la traduction, c'est par exemple avec Amazon, vous avez CloudTrail qui enregistre tous les appels API avec Amazon. Et bien, Kubernetes a son option audit qui lui est native. Donc concrètement, le fichier de policy qui est relativement simple car on ne veut pas forcément tout enregistrer. Ça serait pas intéressant. Enfin, vous avez peut-être fait de l'observabilité. C'est intéressant de collecter un maximum de métriques. Ce qui est plus intéressant, c'est de leur accorder de la valeur. Donc, tout collecter, c'est bien. Collecter ce qui est intéressant, c'est mieux. Donc, par exemple, ici, on va dire, quand je reçois une requête, notamment qui concerne mon namespace de prod pour du delete, peut-être que j'aimerais collecter ça. Peut-être que la suppression des secrets, c'est un événement réellement au sein de mon cluster. Et j'aimerais que ces interactions-là, elles soient loguées quelque part. Évidemment, après, c'est un fichier de log. On peut le relier à un SIEM potentiellement. Donc, pour justement valoriser ce fichier de log. Là, ça va être juste un fichier de log, c'est du texte. Le mieux, c'est évidemment après de brancher ça à quelque chose qui va permettre de valoriser ce journal. Et enfin, minimiser les vulnérabilités des microservices. Donc, on va rester sur du concret. Donc, gérer ses secrets, potentiellement, HashiCorp Vault, que vous connaissez peut-être. Il y a plein d'autres solutions de secrets. On ne va pas aller s'étaler là-dessus. Sandboxer les conteneurs, peut-être, on va en parler juste après. C'est une solution qui peut être relativement intéressante. Créer des validating mutating webhooks, donc j'en ai parlé un petit peu plus haut, c'est tout ce qui va vous permettre justement de créer des checks custom. C'est-à-dire, vous avez des interactions avec votre cluster et vous allez vouloir, quelqu'un crée un pod, vous allez peut-être vouloir rajouter des configurations spécifiques. Peut-être que vous allez vouloir interdire aux personnes de créer vouloir, par exemple, obliger des personnes à créer certains éléments dans des namespaces particuliers. C'est grâce à ce type d'éléments que vous allez pouvoir les ajouter. Et encore, une dernière best practice qui est relativement intéressante, c'est du MTLS. On veut chiffrer les flux même au sein de notre cluster cube. On ne fait confiance à personne. Ça s'inscrit dans une mentalité zéro trust. Donc les admission controllers, ça fait partie des choses qui peuvent se mettre relativement facilement avec un cluster cube. Donc encore une fois plus, c'est une option du Kube API Server, c'est du natif. Il y a deux choses qui existent, c'est soit des validating, soit des mutating. Soit on fait juste du check, ça me convient, ça me convient pas, j'accepte. Soit on fait du mutating, c'est-à-dire il y a une requête, je vais me permettre de la modifier. Concrètement, alors évidemment, il faut adapter à votre contexte. Ça ne veut pas dire que quelqu'un veut supprimer un secret. Je vais faire non, il va renommer quelque chose d'autre. Non, c'est plutôt quelqu'un veut mettre dans un namespace, peut-être que je vais le mettre dans un autre. Après, ça dépend vraiment de votre contexte. En général, c'est plutôt des validating que l'on va valoriser. Donc là, par exemple, justement, d'un validating webhook configuration,
Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va interagir avec un service. C'est pour ça que je disais que c'est plus ou moins facile à mettre en place. On va vouloir communiquer avec quelqu'un. Le quelqu'un, eh ben, c'est là le problème, c'est qu'il va falloir soit vous le créer vous-même, soit vous utilisez des services. Donc, par exemple, il y a du Open Policy Agent qui peut être adéquat. Donc là, ici, on a juste la configuration avec qui on va communiquer, sur quelles règles, quel événement va nous permettre d'appeler ce brave service. Mais derrière la configuration du service, comment est-ce qu'il va réagir par rapport à ce que vous allez lui envoyer, c'est à vous de lui dire. Donc ça, évidemment, ça va dépendre du contexte, etc. Je ne vais pas pouvoir aller plus en détail comme ça. Donc, on a quelque chose qui est relativement nouveau. Peut-être que vous connaissiez donc, les Pod Security Policies, qui sont maintenant deprecate depuis la 1.21 et qui vont être supprimés en 1.25. Ça a été rebrandé par Kubernetes parce que c'était un petit peu complexe, un petit peu flou comment ça fonctionnait. Maintenant, on appelle ça des Pod Security Admission. Voilà, maintenant, vous avez tout compris. Non, concrètement, ils ont rebrandé la chose. Ils ont fait quelque chose de plus simple. C'est moins configurable, mais ça a le mérite d'être beaucoup plus moins complexe. On va le voir tout de suite. Ça s'active relativement facilement. Une fois de plus, c'est au niveau du API Server. Normalement, c'est par défaut. Donc, si ça ne l'est plus, c'est que quelqu'un l'a enlevé. Il va falloir s'interroger pourquoi. Le pod security, et voilà à quoi peut ressembler une configuration. Vous allez voir, elle est relativement simple. Il y a des levels et il y a des modes. Donc, le mode, c'est le enforce, audit et warn. Donc, vraiment, c'est est-ce que la politique, on veut qu'elle soit bloquante? Est-ce qu'on veut juste enregistrer? Ou le warn, c'est est-ce qu'on veut juste prévenir? Et ensuite, on a les niveaux. Donc, ça va être baseline, restricted et privilege. Et concrètement, on va dire quel type de règles. Alors ça, c'est des règles qui sont conçues par Kubernetes, par la CNCF. C'est un bundle de règles. Et alors, à moins que j'ai loupé quelque chose, on ne peut pas vraiment les configurer. C'est pour ça que avant, il y avait de la configuration. Aujourd'hui, il n'y en a plus du tout. Après, c'est à voir avec ce que vous avez, etc. C'est pour ça que la seule chose que vous pouvez restreindre, c'est au niveau du namespace. Donc à voir, évidemment, c'est à vous de voir si j'applique un unforce au niveau de ma prod et qu'il n'y avait pas ça au niveau, et qu'on n'avait pas mis du warning ou du audit au niveau de la pré-prod, attendez-vous à des surprises. Donc il faut faire attention avec ce genre de choses, ça ne se met pas au hasard. Le mieux, c'est quand même, je pense, de au moins mettre au moins du baseline, je pense. Enfin, c'est des best practices, hein, derrière, les gars, ils n'ont rien inventé. Mais au moins d'être averti qu'il y a peut-être quelque chose qui ne correspond pas aux best practices et en être au courant. Ça peut être relativement intéressant. Je voulais parler aussi du sandboxing. C'est quelque chose qu'on voit moins souvent, mais qui peut être intéressant. C'est concrètement, Kubernetes, vous communiquez directement avec le kernel. Comme on l'a vu, enfin comme je vous l'ai dit, voilà, si vous appelez directement votre kernel qui a une vulnérabilité, vous pouvez potentiellement faire de l'escalade de privilèges, après du pivoting. Ça peut être embêtant si on extrait de la donnée, tout ça, tout ça. Donc il y a ce qu'on appelle des conteneurs sandboxing, c'est-à-dire des solutions qui vont se mettre entre votre pod et votre kernel. Donc il y en a deux notamment que je connais, donc gvisor et Kata Container. Ils fonctionnent différemment. Gvisor, donc il va avoir deux composants. En fait, il y en a un qui va communiquer avec votre pod, et un autre qui va communiquer avec votre kernel. Et après, ces deux composants-là vont communiquer entre eux. Et on a Kata Container, lui, c'est différent. Il va faire des VM un petit peu plus légères et vous allez communiquer avec le kernel au travers de ces petites VM. Alors évidemment, ces choses-là, on ne les met pas non plus au hasard. Hein. Il y a des désavantages. Vous imaginez par exemple, si on fait des petites VM légères, eh ben, on ne fait plus forcément directement que du conteneur. Donc ça va alourdir, il va y avoir des augmentations de processeurs. Ça dépend évidemment de vos applications, comment est-ce qu'elles fonctionnent. Et après, gvisor, évidemment, ouais, y avoir quelque chose en plus. À voir qu'est-ce que ça peut produire au niveau de vos applications, notamment si elles sont un petit peu exotiques ou si elles communiquent avec des systèmes qui sont très proches du kernel. Ça peut causer quelques problèmes, mais je pense que ça peut être relativement intéressant d'aller voir qu'est-ce que ça peut proposer en termes de sécurité. Donc, concrètement, c'est aussi voilà, comment est-ce que ça se met en place. Runtime class, gvisor run SC, et après on référencie ça au niveau du pod. On dit juste à runtime class gvisor. C'est relativement simple à mettre en place. Évidemment, attention à préciser, ça, au niveau des cloud providers, ça ne va pas se mettre en place comme ça. Normalement, ça risque de ne pas vraiment fonctionner. C'est mieux si vous avez votre Kubernetes chez vous. Donc, on peut aller plus loin, car là, on a vu pas mal des best practices, des solutions de sécurité. Ça ne veut pas dire qu'on est en sécurité. Hein. Concrètement, on a mis de la sécurité, ça ne veut pas dire forcément qu'on l'est.
Le mieux, c'est de se faire auditer. Donc, il y a des solutions, KubeBench, d'Aqua Security. Donc, eux, ils vont se baser sur un benchmark de la CIS qui est relativement connu. Ça va être des best practices. On a KubeAudit qui, lui, ça va être de la pure best practice. On a Kubescape d'Armosec qui, lui, par contre, va se baser sur le framework relativement connu de la NSA. Donc, voilà, avec des bonnes mesures de sécurité. Évidemment, ce truc-là, on peut aller le lire directement et aller auditer tout seul son cluster cube. Il vaut mieux utiliser Kubescape quand même, ça va être plus rapide. On a aussi KubeHunter, donc lui, on a KubeBench d'Aqua Security qui va aller faire de l'analyse de vulnérabilité de sécurité, et on a KubeHunter qui va faire des faiblesses du cluster cube. Donc, il y aura des petites nuances au niveau des retours, mais ça peut être relativement intéressant à savoir voilà, qu'est-ce que ces petits analyseurs-là nous proposent en termes de cybersécurité. Et évidemment, donc, suivre le guide de hardening ou suivre des formations, notamment Wiskel est organisme de formation. Donc là, concrètement, c'est un avant-goût de notre formation CKS, mais n'hésitez pas si vous êtes intéressé pour avoir des formations faites par des professionnels. Donc voilà, de retour avec l'open feedback. J'espère que ça vous aura plu. Donc comme je vous l'ai dit, voilà, j'aurais aimé vous parler de beaucoup plus de choses. On peut en parler encore juste après si vous voulez, avec du boire et du manger, mais pas de souci. J'espère que ça vous a plu. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez faim? Mais avant ça, est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'ai faim. Pas de questions? Ok, on va vous laisser encore un petit peu le QR code du Open Feedback. N'hésitez pas à faire vos retours. Merci beaucoup d'être venus et on a mis en place un petit buffet. On va vous ramener aussi la boisson. Ça ne va pas tarder à arriver. Comme ça, vous allez pouvoir tous discuter et échanger pour la soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci.